Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro du débat du dimanche qui sera essentiellement consacré à ces deux sujets. D'abord, la République démocratique du Congo. On va se poser la question si Kabila est sur les traces de Compaoré. Nous allons également parler du Mali avec ce sentiment anti-MINUSMA à Kidal, sentiment anti-MINUSMA entre guillemets. Et si le temps nous le permet, nous allons survoler le recul de l'épidémie à fièvre Ebola ainsi que la CAN 2015, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Des sujets qui seront abordés par nos invités, Omar Sangaré, juriste, Alexis Calambri des Échos, Chana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste écrivain. RDC, après de violentes manifestations ayant fait une quarantaine de victimes, la rue a finalement eu raison du régime Kabila. L'Assemblée nationale vient de retirer le projet de loi électorale à l'origine des récentes tensions. Nous écoutons ici justement le président du Parlement qui est revenu hier sur le retrait de l'alinéa controversé. Nous allons retirer l'alinéa querellé tel que l'a souhaité la population et certains élus. Et ce retrait signifie le respect pur et simple des dispositions de la Constitution de la République, toutes les dispositions, notamment celles qui concernent les délais des échéances électorales. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, il faut juste ajouter que ce retrait est le fruit de 5 jours de vives protestations à l'appel de l'opposition. Nous écoutons ici un manifestant et ainsi que Vital Kamere, un opposant au régime Kabila. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que font les députés. Pour les précédentes élections, il n'y a pas eu de recensement. Pourquoi seulement cette fois? Nous ne voulons pas cela. Il ne faut jamais demander au président Kabila de partir plus tôt que le 19 décembre 2016 à minuit. Mais s'il commence à continuer à tripatouiller la Constitution par des manœuvres détournées comme il le fait maintenant, nous serons dans l'obligation malheureusement de continuer la pression. Voilà, Alexis Calambri, est-ce que c'est exagéré de parler de volte-face, de rétropédalage du régime Kabila? Oui, sur certains plans on peut le dire, mais je parlerai plus de sagesse. On appelle très souvent les manifestants du dehors le Parlement debout. Donc le gouvernement, pour une fois, a su écouter le Parlement debout et je crois que c'est sage. Omar Sangaré, sur la question. Dans ces moments d'effervescence sociale, moi je dirais que le langage déployé par la rue est d'une extraordinaire vitalité. Par rapport à l'assise même du pouvoir Kabila, j'ai l'impression réellement que ce qui a fait le lit ou le désordre au Burkina, il risquerait d'arriver à beaucoup d'autres chefs d'État africains. Par rapport et compte tenu de la dimension des contestations, j'ai l'impression que les Congolais sont sortis d'un débat, n'est-ce pas, qui se gérait dans les comptoirs à un débat de rue, comme l'a dit Alexis Calambri. Il s'agit d'une effervescence sociale qui devient de plus en plus pressante et contestatoire, qui conteste non seulement l'impunité, l'injustice, l'incompétence et le manque de vision de Kabila depuis tout le temps qu'il est là, et le manque d'avoir pu tenir toutes les promesses qu'il a eu à faire lors de sa première élection. Chana Takiou, sur la question, sur ce retrait de l'alinéa controversé. Bon, le retrait de l'alinéa controversé, moi je pense que le régime était contraint de retirer ce texte-là. Parce qu'en réalité, le régime jouait au dilatoire. Tout cela, c'est pour permettre à Kabila de rester au pouvoir. Comme déjà, on a dit que le verrou constitutionnel de 2 mandats ne sera pas sauté, donc ils ont cherché d'autres subterfuges, des alibis, pour pouvoir le maintenir au pouvoir au-delà de décembre 2016. C'est pourquoi le gouvernement a fait un projet de loi pour faire un recensement général de la population, un recensement préalable aux élections, alors que le pays est un grand pays. Tous les experts sont unanimes que ce recensement ne peut pas avoir lieu avant décembre 2016
ce qui signifierait que le mandat de Kabila serait reporté. Une fois le mandat reporté, il aura le temps pour peut-être revenir, tripatouiller la Constitution et rester au pouvoir. Heureusement, pour la République démocratique, pour la RDC, les populations sont sorties massivement, se sont fait entendre, et le pouvoir a cédé sous cette pression-là. Malheureusement, je vais terminer. Le pouvoir a cédé après qu'il ait eu 12 morts selon le gouvernement et 45 selon la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est vraiment dommage. Serge Daniel, est-ce que c'était un artifice, une tentative de confiscation du pouvoir, cette volonté de procéder à un recensement général de la population? C'est évident. Moi, je pense que c'est évident que Kabila, le président Kabila voulait pouvoir jouer, s'arranger pour jouer les prolongations. Mais je suis plus réservé que les 3 premiers intervenants. Je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Moi, je m'attendais à ce qu'il prenne la parole après ces émeutes-là pour dire, bon, écoutez, je vous ai compris, on ne va plus modifier la Constitution, je partirai. Il n'a pas encore dit cela. Donc, à mon avis, l'Assemblée a pris le pouls de la situation en retirant le texte controversé, mais je pense que Kabila fils n'a pas encore dit son dernier mot et que là où il est dans l'imagerie de son schématisme politique, il est probablement en train de voir comment il peut reculer pour mieux sauter, comment aujourd'hui, comment demain, il peut, par quel subterfuge, il peut par exemple modifier cette constitution. Il n'a pas dit son dernier mot, c'est dommage, la décision sage à mon avis aurait été de prendre la parole, de s'adresser à son peuple en disant je vous ai compris, je m'en vais. Mais il n'a pas encore dit. Oui, Alexis, s'il n'a pas dit son dernier mot, ça veut dire qu'il est véritablement sur les traces de Blaise Compaoré. Oui, alors, ce qu'on peut voir sur les 2 tableaux, chez Blaise, il y avait des partisans qui sont devenus ses adversaires. Vital Kamerhe, qu'on a vu sur les images et qui est, disons, l'aile dure de l'opposition, a été de son camp président de l'Assemblée nationale. Il est souvent venu au Mali, et monsieur très éloquent. Mais ce que je veux dire, effectivement, je partage l'avis de Serge, en ce sens que ce n'est pas fini. De quoi il s'agit? Alors, l'argument qui avait été avancé, c'est qu'il faut faire un recensement et ce faisant, on ne peut pas organiser les élections avant d'avoir le nombre total de population. En d'autres circonstances, c'est un argument légitime. Mais il se trouve que si on prend le cas du Mali, nos derniers recensements, c'est pratiquement 3 ans après qu'on a eu les résultats. Dans le cas d'un État plus grand que le Mali, disons aussi organisé que le nôtre, ça veut dire 4 ou 5 ans, donc bien au-delà du délai normal d'organisation des élections. Alors, autant il est normal, et je pense qu'on peut organiser faire un recensement sans que cela compromette le cours normal des élections. C'est carrément différent. Oui, surtout que certains manifestants viennent de dire qu'ils pouvaient procéder au recensement bien avant la pré-campagne, bien avant, quelques mois seulement avant les élections. Mais Omar Sangaré, pour revenir à la question sur le Burkina Faso, le président de l'Assemblée nationale a vite fait de publier sur sa page, son compte Twitter, que la RDC ne sera pas le Burkina Faso. Est-ce qu'il faut abonder dans le même sens que lui? Bon, il n'est pas le mieux placé. Est-ce que les ingrédients sont là pour qu'il y ait similitude entre les deux cas? Mais les ingrédients d'un cocktail Molotov est déjà là. C'est-à-dire qu'il y aura un cocktail explosif au Congo. Tout le monde sait que l'effervescence au Burkina ne va pas rester comme ça sans crier. Et c'est pourquoi je l'ai dit en son temps, que d'autant plus que les gens ont parlé du printemps arabe, il y aura un été africain. Peut-être que c'est l'été africain qui commence. Avec le scénario burkinabé, on va assister à une sorte de redessinement de la trajectoire des violences et des contestations des régimes qui n'ont d'autre vocation que de s'éterniser au gré des volontés de leur population, qui, compte tenu du fait qu'effectivement l'action de soulèvement a porté fruit ailleurs, seront tentés d'en refaire chez eux. Maintenant, pour revenir au cas congolais, le scénario devient
devient tellement désolant que je veux un peu contrarier les deux dévanciers pour dire qu'il n'y a pas dans le tableau de réussite du kabylisme quelque chose sur lequel il pourrait s'appuyer pour au moins gagner encore l'apathie des Congolais. Dans la mesure où les promesses qui ont été tenues lors de sa première élection non seulement été tenues, mais en plus, par rapport même à l'existence du Congo comme État-nation, dans ses fondements initiaux et par rapport à un schéma d'explication juridique, le Congo n'existait pas. Donc le manque d'autorité, le manque d'assises réelles, le manque d'invention, il est au bout d'idées, il est en cours de nouveautés. Kabila ne pourra pas véritablement s'encastrer dans cette logique congolaise pour gagner. Il ne pourra absolument pas se maintenir, même s'il le veut. Et d'ailleurs, pour votre information, il y a quelque chose dans laquelle Kabila est tombé aussi bas que les appréciateurs ne semblent pas mettre un peu en exergue. Aujourd'hui, Kabila se fait de plus en plus absent dans son bureau. Il est tombé dans les frivolités, quelqu'un qui est dans la grande corruption, l'injustice et l'arbitraire ont gagné du terrain, et le manque de détermination de l'État conjugué, n'est-ce pas, à une sorte de népotisme et clientélisme, ont fini par faire chien-lit autour de lui. On a l'impression, en vous écoutant, que... je ne suis pas d'accord, je ne partage pas votre avis, parce que il y a une différence fondamentale entre le Burkina et la RDC. C'est qu'au Burkina, nous n'avons pas eu de conflit armé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de groupe politico-militaire constitué. Alors qu'en RDC, ils sortent d'une crise, le père Kabila a pris le pouvoir en chassant Mobutu, on sait le rôle que des pays voisins ont joué dans la crise. Ce que moi je crains aujourd'hui, c'est plutôt de voir le président Kabila s'appuyer sur une partie de l'armée, sur une partie de l'armée, mais également de certaines régions qui lui sont plus ou moins favorables, et de voir probablement des pays voisins de la RDC qui s'étaient impliqués, comme on le sait dans le conflit à l'époque, s'impliquer à nouveau. Donc je veux dire que la tension est quand même vive en RDC et que Kabila, il a la capacité quand même, à mon avis, de mobiliser un groupe. Pas tout le groupe, c'est pas possible. Je pense qu'avec ce qu'on a vu comme manifestation, il est plutôt un homme populaire aujourd'hui en RDC, mais ce n'est pas forcément la fin de Kabila. Si c'était la fin de Kabila, les manifestants auraient pris le palais présidentiel. Alexis, donc de ce point de vue, je ne partage pas l'avis de... Moi non plus, parce que l'autre chose que CERT n'a pas dit, c'est que c'est un pays extrêmement riche, pratiquement disons une chasse gardée des multinationales et qui sont très regardants sur la politique. Donc, si jamais Kabila fait leur jeu ou est capable de faire des alliances avec eux, il est évident qu'il trouvera à court terme de moyens d'avoir son opposition, parce que franchement le mouvement n'était pas à souhait, c'est-à-dire ce n'était pas des foules comme on aurait voulu le voir ailleurs, mais c'est un pays certes qui a connu des mouvements armés, des crises armées, mais des insurrections populaires de ce genre, il n'y en a pas eu beaucoup. Ok, Chana Takiou. Oui, autant Serge dit qu'il y a des différences, autant il y a des similitudes. Nous sommes dans un espace démocratique où, au Burkina aussi bien qu'en RDC, on ne doit pas dépasser 2 mandats. Une similitude. Autre similitude, au Burkina aussi bien qu'au Congo, les opposants sont opposés à ce qu'il y ait un 3e mandat. Donc voici 2 similitudes. Donc 2 similitudes, 2 pays différents également, parce que Blaise était un homme fort. Kabila n'est ni un homme fort, il n'a ni des institutions fortes. Je me demande comment est-ce qu'il pourrait s'imposer pour tripatouiller ou faire tenir tête aux manifestants, se maintenir au pouvoir. Je ne vois pas de porte de sortie pour Kabila, pour rester au pouvoir. Kabila est condamné à quitter le pouvoir. Déjà, avec la loi électorale, il a reculé. Avec les manifestants qui sont sortis massivement dans la rue, il a reculé. Demain, après-demain, il cherche des subterfuges pour tripatouiller la Constitution ou chercher d'autres alibis pour se maintenir au pouvoir. La même population va sortir et dire non. Et dire non, 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 non. Et Kabila sera contraint de partir. Ou bien, il va choisir la solution de la sagesse, s'adresser à son peuple et dire qu'il n'est pas intéressé par un 3e mandat. Ok, Alexis, quand même, ce sera un miracle s'ils parviennent à se maintenir, puisqu'on apprend que des diplomates en poste à Kinshasa
l'ont rencontré à l'issue de ces manifestations, les ambassadeurs de Belgique, de la France, de l'Union européenne et puis même le leader de la mission des Nations Unies là-bas. Vu le discours de la France par rapport au président qui se maintient, le discours des États-Unis, ce sera un miracle qui parvienne à se maintenir. Encore une fois, je le dis, il pourrait le faire en s'appuyant par exemple sur les multinationales. Ces pays sont souvent tenus également par les multinationales. Et c'est pas souhaitable, mais il y a que ces gens n'ont pas un langage tranché encore et ne l'auront même pas face à des intérêts matériels. Mais au-delà, j'aimerais bien qu'on pose cette problématique un peu au-delà de ce cas, mais de la nécessité de réviser les constitutions africaines, améliorer les constitutions. En 20 ans, on a vu la limite de nos lois, mais il se trouve que très souvent, c'est les chefs d'État en fin de mandat qui proposent, souvent de bonne foi, mais tout de suite, et de bonne foi, chacun voit une volonté de se maintenir. Je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens d'améliorer les textes sans pour autant que ça soit au bénéfice de quelqu'un. Les textes sont bons. Ce sont les hommes qui ne sont pas bons. Okay. Les textes sont bons. Il n'a pas encore parlé peut-être, mais je voulais dire tout simplement qu'on ne peut pas, la situation au Burkina et en RDC encore, c'est difficile de faire des comparaisons. Il y a même une situation, le président ne veut pas partir, mais les rapports de force sont pas les mêmes. Vous n'avez pas en RDC une société civile aussi organisée comme on l'a vu au Burkina Faso. Vous avez une armée qui est plutôt divisée. Vous avez, je le répète, des pays voisins qui peuvent demain être tentés encore une fois, d'envoyer des soldats en cachette, de manière dévoilée, en RDC. Donc la situation est explosive. Je dis, moi je ne rêve pas de voir Kabila au pouvoir. Kabila, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais ce que je dis, c'est qu'en termes de rapport de force, puisque après ces manifestations, il ne s'est pas exprimé publiquement, puisqu'il n'est pas tombé, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas dit son dernier mot, qu'il est en train de chercher des subterfuges pour pouvoir malheureusement se maintenir. Omar Sangaré, l'autre enjeu en RDC, c'est également l'opposition. Est-ce que cette opposition avec Etienne Tshisekedi et Vital Kamerhe est à même d'être un contrepoids au régime Kabila? Est-ce qu'elle est assez organisée, assez solidaire pour pouvoir le faire fléchir? Ces différentes oppositions sont d'autant plus solidaires et sont d'autant plus en mesure de mettre un peu en miniature le candidat Kabila que son bilan aussi ne milite pas en sa faveur. Économiquement, pour reprendre un peu le paradoxe que lui a dit, le Congo étant un scandale géologique, lorsque vous prenez un peu le budget de fonctionnement du Congo, c'est un peu l'équivalent du budget de fonctionnement d'une grande ville occidentale ou d'une grande université américaine. Ça, c'est décevant. Donc, allez-y, vérifiez ça. Donc, Kabila n'est pas en mesure aujourd'hui de redonner au Congo, quelle soit la nature des engagements et de la pointe qu'il va déployer, toute la dynamique dont le Congo a besoin. D'abord, sur le plan politique, le chèque est patent. Lorsqu'on voit un peu la fracture régionale, qui du moins ressemble beaucoup plus à une fracture ethnique et digitale, lorsque vous partez vers les deux Kivu, la contestation va grandissante. Lorsque vous partez dans le Bandanka, dans le Bandundu, dans le Lubumbashi, c'est-à-dire il y a tout un ensemble de zones qui sont dans le Congo, mais qui sont hostiles, pour ne pas dire qui sont intensement réfractaires à Kabila. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est Kabila, c'est parce que uniquement ce pourquoi les Congolais s'étaient ralliés à lui. Ils sont réfractaires à Kabila. Ils sont réfractaires à Kabila. Il est toujours là. Non. Est-ce que cette opposition-là peut faire fléchir la balance en sa faveur? Mais l'opposition, dans son ardeur conjuguée à la défaillance même de Kabila, finira par par avoir raison sur Kabila. Sur deux points, Kabila est défaillant. D'abord, sur le plan du rétablissement de l'unité territoriale congolaise. Deuxièmement, sur le plan de maintenir la lutte contre la corruption et la lutte contre l'injustice. D'accord. Là, il est défaillant. Charles Ataki, on dit même qu'il avait été très mal élu en 2011 déjà. Même l'Union européenne, qui est d'habitude timide et réservée, avait dit que les élections se sont très mal déroulées. Déjà, il avait été mal élu en 2011 selon des observateurs. Bon, il n'y a jamais eu de bonnes élections dans cette partie de l'Afrique. Et la chance de Kabila était que l'opposition était divisée. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation historique. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'opposition a intérêt à se donner la main, à jouer vraiment un jeu unitaire, un jeu solidaire,
pour faire partir Kabila. Kabila, peut-être, pourrait se retirer, mais sa formation politique est là. C'est une famille politique qui pourrait aussi présenter un candidat. Si jamais ce scénario arrivait à se concrétiser, et si l'opposition n'est pas solidaire, toujours le camp Kabila pourrait rester au pouvoir malgré le bilan désastreux que M. Sangaré vient de décrire. Il y a un vieil opposant du nom de Tshisekedi, on n'entend pas. Historique. Il est fatigué, il est vieux. Il n'y a pas de relève en tant que tel. Peut-être que les gens vont s'entendre sur le départ j'aurais terminé, ils vont s'entendre sur le départ de Kabila. Mais je ne vois pas quelqu'un émerger tout de suite. Ce qui risque de se passer, comme l'a dit quelqu'un un jour ici, Mamadou Koulibaly, c'est que nous n'avons pas de société civile forte. La société civile dans nos pays, c'est l'armée. L'armée qui a la capacité de prendre le pouvoir. Est-ce que l'armée ne va pas jouer un rôle? Je ne sais pas. Un grand recul. Tshisekedi, effectivement, est souffrant et même hors du pays. Et Vital Kamerhe a joué un peu au rassemblement. Il y a une cause qui a uni l'opposition, mais le grand problème en Afrique centrale, c'est le problème ethnique. Donc, il y a une très grande division ethnique qui risque de jouer à un certain moment, qui va faire que ce ne sera pas facile. D'accord. Deuxième thème de l'émission. Y a-t-il un sentiment anti-MINUSMA à Kidal? En tout cas, sur ces images, on voit bien un véhicule des casques bleus pris à partie par une foule de manifestants visiblement très remontés. Auparavant, le camp de la MINUSMA avait été la cible d'une attaque au cours de laquelle un soldat tchadien avait trouvé la mort. La riposte de la MINUSMA, l'on se rappelle, avait été des plus énergiques. Omar Sangaré, est-ce que c'était l'attaque de trop? Les casques bleus au nord ont été très régulièrement attaqués, mais peut-être c'est la toute première fois qu'ils ripostent les éléments de la MINUSMA. Est-ce que c'était l'attaque de trop? Bon, moi je pense l'attaque de trop, mais quand même c'est pas une attaque à laquelle on ne devait pas s'attendre. Compte tenu de la position un peu ambivalente de la MINUSMA là-bas, si je vois un peu que... Est-ce que c'est une position ambivalente? Mais bien sûr, c'est interprété comme tel. Du point de vue rebelle, du point de vue kidalois, ils pensent que réellement ils sont en train de jouer de l'État central. Or, du point de vue de nous, population du Sud, on a d'autres visions, d'autres lectures de jeu par rapport au positionnement de la MINUSMA. Donc tant que cette ambivalence va continuer à teinter autour de la MINUSMA, moi je pense que ces genres d'attaques, on peut que les voir en longueur de journée. Peut-être, ce n'est que le début d'une opération, je n'en souhaite pas, c'est peut-être le début d'une sorte d'exaspération de part et d'autre qui va s'exprimer si tant et si bien la MINUSMA ne clarifie pas sa position et ne prend pas position pour une réelle unification du Mali. Donc on ne peut pas rester éternellement dans ces chaos divisionnaires sans pour autant voir en quoi ou en cela peut nous mener. Les populations prises dans l'effervescence n'ont d'autres réactions que des réactions qui ne se justifient pas, ou du moins qui n'ont pas de schéma de lecture par rapport à la clarification réelle de la politique menée par cette MINUSMA-là. Ok. Alexis Calamri, la MINUSMA était la cible d'attaques terroristes, djihadistes, mais cette fois-ci, on voit certaines populations s'attaquer aux véhicules des casques bleus. Oui, il y a eu des attaques, mais je pense que c'est presque la première fois, peut-on dire, que ces gens sont attaqués en tant que MINUSMA. Et c'est suite aux événements de Tabankor où on a vu la MINUSMA, jouer pour une fois son rôle de force tampon. Ici, on lui a toujours reproché de ne pas, avoir un mandat clair ou du moins de ne pas respecter le mandat qui lui est assigné. Mais je pense que cette fois-ci, cet incident aura au moins l'avantage que, et on l'a vu, vous avez vu, l'Union européenne a fait un communiqué de soutien à la MINUSMA. Tout le monde maintenant, eux-mêmes, cherchent à communiquer sur leur mandat et sur ce pourquoi ils sont là. Donc je pense que cette attaque a l'avantage d'obliger les gens d'abord à clarifier leur position. Charles Takiou, sur la question. Bon, c'est déplorable. Ce n'est pas normal. C'est révoltant. Mais de quoi s'agit-il? Alexis a dit que c'est suite aux événements de Tabankor. Tabankor, c'est une bourgade située dans la région de Kidal.
précisément dans le cercle de Bourem, commune de Tarkint. Je parle sous le contrôle du spécialiste Serge Daniel. Donc, c'est le fief du MAA et de Gatia, Tabankor. C'est le fief de ces deux mouvements qui sont peints comme étant pro-gouvernemental. Donc, après Tabankor, on a en effet, c'est Kidal. Donc, c'est sur la route de Kidal. Donc, le mouvement armé de Kidal, notamment le MNLA et le HFIA, ne veulent pas voir ces deux mouvements décrits comme étant des mouvements pro-gouvernementaux. Donc, ce sont les mouvements armés de Kidal qui sont allés attaquer ceux qui sont basés à Tabankor. Donc, ils se sont défendus. Et dans cette attaque-là, je pense que l'aménagement a été touché. Et l'aménagement était dans une sorte de légitime défense. De légitime défense. Et il y a eu des morts, des blessés, ce qui a provoqué les événements déplorables de Kidal. Ce qui est sûr aujourd'hui, autant l'aménagement est décrié à Kidal, autant il y a des solutions en vue que si jamais elles sont mises en œuvre, la même MINUSMA sera décriée à Tombouctou et à Gao. On en reviendra. D'accord, il y a deux choses de manière claire. C'est-à-dire, il y a eu les événements de Tabankor. Pour la première fois depuis que la MINUSMA est sur le terrain, la mission de l'ONU réagit militairement à ce qu'elle appelle une attaque de ces éléments. Donc, ça a été présenté comme une attaque des positions d'une des parties en conflit et ça a entraîné à Kidal le soulèvement qu'on a vu, le mécontentement d'une partie de la population. Il faut savoir que ça a été plus brutal que sur les images, parce que sur l'aéroport de Kidal, l'aérodrome, vous n'avez plus de traces de la MINUSMA. C'est-à-dire, la MINUSMA a été chassée, disons les choses clairement. Ça pose deux problèmes, à mon avis. La résurgence, on assiste aujourd'hui dans le nord du Mali à un phénomène plus grave que le terrorisme. Ce sont les conflits entre les communautés. Pas seulement les communautés, mais les tribus également. Et c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire que c'est plus dangereux que les islamistes parce que les islamistes, au moins, on sait qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est la guérilla. Ils posent des bombes et des attentats. Alors que les conflits intercommunautaires, les conflits entre les tribus, sont des conflits qui sont les plus durs, sont des conflits où vous avez des milliers, des centaines de morts et ça ne finit jamais. Donc, nous avons des accords, des négociations qui vont commencer le 8 février à Alger, mais de l'autre côté, je me demande quelle sera la portée de ces négociations, de ce nouveau dialogue qui s'installe au moment où on assiste aujourd'hui dans le nord du Mali à quasiment partout à une guerre entre les tribus, entre les groupes. Donc, il y a un double problème aujourd'hui dans le nord du Mali. Si vous allez obtenir des accords, et j'en aurai terminé, vous allez obtenir des accords à Alger, et qu'on ne peut pas venir les appliquer sur le terrain, parce que sur le terrain, vous avez des groupes armés qui prennent des armes, donc le problème est très très loin d'être résolu. Oui, Alexis. Oui, effectivement, il y a, Tabankor est parti, de deux mouvements arabes, l'un affilié Samtil au gouvernement et l'autre proche du MNLA. Et donc au sein des communautés arabes, comme il disait, il y a des problèmes, il y a des divisions entre les Arabes, les Kunta, entre les Kunta, les Touaregs, et à l'intérieur de chaque communauté. Entre Touaregs. Donc je pense qu'il y a ce problème peut-être. Quel peut être le rôle de l'État, on ne le sait pas, mais il est évident que ça va, déteindre sur les négociations, sur l'applicabilité des résolutions d'Alger, et il est il est plus qu'urgent qu'il faut d'abord chercher à comprendre, maîtriser et résoudre ces problèmes-là. Okay. Avant de parler de la portée des événements de Kidal sur les futures négociations, déjà l'impact. L'armée du Mali est absente de Kidal. Aujourd'hui, ce sont les éléments de la MINUSMA qui sont quasi absents. Peut-être que la situation va s'empirer, elle va être de plus en plus pire sur le terrain. Est-ce que cette région est laissée à elle-même? Est-ce qu'on peut le dire déjà? Kidal, le Mali n'est pas présent à Kidal. Ça, c'est très clair. Depuis, le Mali n'est pas présent. Et désormais, c'est la MINUSMA qui est absente également. Bon, oui, pour l'instant, pour calmer le jeu, c'est vrai que la MINUSMA peut se retirer. Ils sont dans des négociations en ce moment.
il m'est revenu que le général, le chef d'état-major général de la MINUSMA, a fait un tour à Kidal, a discuté avec l'Arabas. Il y a un projet de déclaration déjà qui circule, lequel projet est contesté par le MAA qui est basé à Tabankor et par Gatia, parce qu'on veut désarmer, sinon cantonner le MAA et le Gatia à Tabankor pour leur dire d'être cantonnés, de ne pas bouger avec leurs armes. Et de l'autre côté, les gens du MNLA, du HIA, ils ont les armes, ils se déplacent comme ils veulent. Donc, ceux qui sont basés à Tabankor, on dit non. On dit non, ils ne sont pas d'accord avec une telle déclaration. Une précision, en fait, c'est que, comme ce que dit Sahana, c'est que ce qui se dessine, c'est qu'on va dire que les milices, les positions tenues par les milices seront remplacées par la MINUSMA. Donc, Tabankor, effectivement, la MINUSMA s'installerait là-bas. Mais ça ne va pas régler la question. Absolument. Parce que puisque les gens sont armés, à partir du moment où la MINUSMA s'installe là, ils vont chercher à s'installer ailleurs. Moi, je trouve que ça, c'est le résultat de tout ce qu'il y a eu comme erreur dans la gestion de la crise. La première erreur, ça a été de penser qu'il y avait des djihadistes fréquentables et des djihadistes non fréquentables. On a vu que ceux avec qui on négociait étaient en fait, Adam Thiam n'est pas là, le cache-sexe de ceux avec qui on ne négociait pas. Sur le terrain, c'est la même chose. En plus, un autre problème va survenir. La semaine prochaine, on a appris que dans le Sahara, vous avez des réunions des gangs, parce qu'il y a des nœuds de trafic, c'est-à-dire que des trafiquants ont aujourd'hui des problèmes pour écouler la drogue, pour écouler des marchandises, les véhicules, les armes, et qui sont en train de se préparer aussi pour se battre, parce que dans des localités importantes, clés du nord du Mali où ils passent, on se rend compte aujourd'hui que des groupes sont en train de s'installer. Donc c'est vraiment la situation est vraiment critique. Okay. Omar Sangaré, pour résumer la situation, est-ce qu'on peut dire que la MINUSMA est tombée dans son propre jeu? Nous sommes à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est peut-être comme un arbitre de football qui au départ ne signale pas les fautes, qui laisse le jeu s'enflammer avec beaucoup de tension, qui ne monte pas de carton jaune, qui ne s'interpose pas. Est-ce que la MINUSMA n'est pas tombée dans son piège, celui de l'inaction au départ, puisqu'au départ, la MINUSMA a laissé passer beaucoup de choses? La double posture de belligérance que nous constatons au nord est la résultante du manque de visibilité, du manque de lisibilité de la position des multinationales au nord. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Des multinationales. Des multinationales, des armées multiformes là-bas. Que ce soit Barkhane, MINUSMA ou non, MINUSMA pas seulement. Même Barkhane. Des sociétés. Bien sûr, c'est des multinationales. Moi, j'appelle ça multinationales. Les multi-armées. Peut-être ce que je vais vous dire. MINUSMA. Non. C'est peut-être multinationale du terrorisme. Non, pas du terrorisme. Okay. Par exemple, moi, comme une sorte de rappel, de piqûre de rappel, je vais vous dire une chose. Lorsque au début, les jeux avaient été clarifiés et que, à la venue de la MINUSMA et de la force Barkhane, on s'était dit que le principe de l'intangibilité des frontières est un principe universellement établi. Et qu'il se trouve qu'un pays disposant de son entière souveraineté se trouve en proie à des assauts répétés des groupes terroristes. Et que la faction illégale de ces groupes terroristes-là étant universellement reconnue, la France, ni la force Barkhane, ni la MINUSMA n'a tenu à véritablement chasser ces gens-là du territoire d'autrui. Ils se sont maintenus dans des intersections qu'on ne sait pas, d'où on ne sait pas la logique, et on ne sait pas pourquoi, ni quand, ni pourquoi, ni comment. Et à l'issue de cette maintenance-là, la conclusion va être que l'exaspération va grandissant des deux côtés et finalement, ils seront pris dans leur propre jeu. C'est un traquenard dans lequel la MINUSMA s'est empêtrée. Okay. Et s'ils ne font pas attention, ça ne va plus être l'attaque venant des ennemis terroristes, mais il y aura d'autres soulèvements que je ne souhaite pas, qui vont être de nature à les prendre un peu en étau. D'accord. Chana, la MINUSMA a peut-être laissé pourrir la situation. Maintenant, en termes d'impact sur les prochaines négociations, les prochains pourparlers, est-ce que ça peut impacter positivement ou négativement sur ces discussions-là d'Alger? Oui, ça peut bel et bien impacter sur les discussions d'Alger. Mais avant, la première question concernant la MINUSMA, je pense que la MINUSMA a intérêt à communiquer davantage sur sa mission. Parce que les gens pensent que la MINUSMA est venue ici pour combattre les terroristes, pour combattre le MNLA ou le HNO. Ce n'est pas ça le rôle de la MINUSMA. La MINUSMA n'est pas là, M. Sangaré, pour bouter de notre territoire le MNLA, le HEA. Non. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, plusieurs fois, a même demandé au niveau de l'ONU
une mission robuste permettant à la MINUSMA de bien remplir sa mission, notamment en ripostant quand il le faut. Mais c'est cette mission que la MINUSMA n'a pas. La MINUSMA ne peut pas riposter quand elle veut. Ce n'est pas possible. Sauf si elle est en légitime défense. Même un individu, n'importe qui, pour l'instant de survie, quand tu es en légitime défense, tu es obligé d'intervenir. Mais la manière dont les uns et les autres voudraient que la MINUSMA intervienne, elle ne peut pas. Ça ne fait pas partie de sa mission. Cela dit, cette situation pourrait bien impacter sur les négociations d'Alger. Déjà, il m'est revenu que les groupes armés de Kidal menacent de ne pas participer à la rencontre de 8 février si le MAA et Gatia, qui sont basés à Tabankor, y participent. Donc il y a des blocages en vue et il se pourrait que la date du 8 février même soit reportée en raison des difficultés actuelles, le temps de chercher des solutions, d'apaiser la situation et de redémarrer. Omar Sangare qui veut rebondir. Et c'est ce qui fait le paradoxe et la singularité du cas malien. Moi, je ne vois pas pourquoi on va constituer une force d'intervention à l'intérieur d'un seul et même territoire. Et surtout que c'est universellement établi que le Mali est en proie aux assauts des groupes rebelles, illégalement constitués et qui n'ont d'autres bases de souveraineté que la force, la violence, l'enlèvement, les rapines, les raquettes et autres. Maintenant, si la MINUSMA devait venir, même si c'était sous la bannière onusienne ou du moins africaine, j'aurais pu au moins en savoir davantage par rapport au fait qu'ils auraient dû s'appuyer sur des forces régaliennes. Non, je te renvoie aux résolutions des Nations Unies. C'est très clair. Mais ne me renvoie pas aux résolutions. Moi, je ne peux pas. C'est une question de principe souverain. Moi, je suis dans mon État. On l'a derrière nous. Ça, c'est dépassé. Moi, je ne suis pas. C'est dépassé. C'est pas derrière moi. C'est dépassé. Omar termine, ensuite on donne la parole à Alexis. Ce qui reste inscrit à mon tableau de bord de perception, c'est que moi, je vis à l'intérieur d'un territoire malien et un et indivisible. Quelle que soit l'issue du conflit, ma foi, ma détermination, mon état d'âme malien ne va jamais permettre qu'une portion, une encablure territoriale du Mali soit cédée à qui que ce soit. Oui, Alexis Calamé, peut-être pour trancher quand même. Dans d'autres parties du Mali, on entend beaucoup de citoyens qui pensent ainsi que l'intégrité territoriale du Mali ne doit pas être menacée, peut-être tant que la MINUSMA est là. C'est vrai, c'est une perception. En fait, pendant longtemps, disons, ce qu'on attendait de la MINUSMA, c'était désarmer et cantonner. Ça n'a pas été fait. Désarmer et cantonner. En ce moment, il allait avoir des poussées de fièvre, mais jamais à ce niveau. Et tout le monde est d'accord que les armements circulent énormément au nord, que c'est devenu un no man's land, que à la limite, au-delà des djihadistes, vous avez les narcotrafiquants qui colonisent et qui ont pris la zone. Donc, pour revenir à la première question, à savoir l'impact de tout ça sur le processus d'Alger, il est évident que ça va fortement impacter à deux niveaux. D'abord, Chana parlait de la volonté des uns et des autres de ne pas être autour de la même table que certains mouvements. Ça, c'est le premier problème qu'il faudrait régler avant d'arriver. Et en cas d'accord, au regard de tout ce dont on a parlé, à savoir les divisions inter- et intra-communautaires, il est évident que l'application va être très compliquée. Une dernière question là-dessus, Serge. La position de la MINUSMA aujourd'hui, c'est une position délicate. Au sud, on pense qu'elle fait le jeu des rebelles du Nord. Au Nord, on l'a vu dans les images à Kidal, on pense que la MINUSMA fait le jeu du gouvernement malien. C'est un peu la danse fatale. Il y a vraiment un gros problème, c'était le mandat de la MINUSMA. Le mandat est dépassé. C'est-à-dire l'un des mandats de la MINUSMA, vous savez c'est quoi? C'est de protéger les populations. Les mêmes populations qu'on doit protéger se retournent aujourd'hui contre la MINUSMA. C'est l'échec de la MINUSMA dans un pays comme le Mali. Ils ont sous-évalué la situation. Lorsque vous avez dans le nord du Mali, par exemple, aujourd'hui, un pick-up rempli de cocaïne, rapporte ce que rapporte 40 pick-up de chanvre indien, de cannabis. Les gens préfèrent faire la cocaïne. Donc vous avez des mafias dans cette zone-là. Donc vous ne pouvez pas avoir une mission d'interposition dans une zone où il s'est permanemment la guerre. Ce sont la drogue, ce sont les trafics, etc. Donc la MINUSMA, disons que, je ne dirais pas qu'elle a échoué, ce serait brutal, mais elle a une mission, elle a un mandat tout à fait dépassé. Ensuite, il y a un comportement
de certains responsables de la MINUSMA, surtout des militaires, qui est à déplorer, il y a un comportement à déplorer sur le terrain. Quand vous les voyez, ils sont parfois avec des tablettes, vous les voyez ici à Bamako, devant des hôtels, ils ne font pas le travail. Au nord, parfois, c'est pire. Il faut que l'ONU revoie les dispositifs de la présence de la MINUSMA dans un pays comme le Mali. Sinon, c'est un échec. Ok. Troisième thème de l'émission, santé, l'épidémie de fièvre à virus Ebola en net recul. La Sierra Leone vient de lever toutes les mesures de quarantaine. Bonne nouvelle également en Guinée avec moins de cas enregistrés ces derniers jours. Et pour autant, le président Condé appelle les populations à ne pas baisser la garde. Oumar Sangaré, déjà au Mali, on a annoncé récemment la fin de l'épidémie. C'est de bonnes nouvelles en perspective? Mais bien sûr que oui. C'est-à-dire toute mesure, ou du moins tout signe concourant au maintien de la population dans un état intact est quand même salutaire. Si je pense que le recul du virus Ebola est aussi retombé qu'il était monté, moi je ne peux que m'en réjouir. Mais pour vous dire une chose, dans la cartographie maladive, c'est-à-dire de la façon dont on avait compartimenté cette maladie, moi je pense que le Mali n'occupait pas l'en-tête. Le Mali était au bas de l'échelle. Bon, au bas de l'échelle, voilà, même si ça reculait dans les pays comme la Guinée ou du Mali, c'est la même chose et c'est la même ferveur de joie. Mais je pense que réellement, le recul du virus Ebola ne peut qu'en réjouir tout le monde. Ok. Voilà. Et Alexis Kalam. Oui, non. Alors, je dis, sachant tirer les leçons, cette crise Ebola a révélé d'abord, disons, une certaine carence dans notre pyramide et dans notre système sanitaire et a révélé, disons, des lacunes dans notre système d'alerte. Donc, je pense que en plus de tout ce qu'on a comme problème sanitaire, notamment l'accueil, notamment la prise en charge, notamment les coûts, il y a ces nouveaux cas qui sont très importants. Comment donner l'alerte, comment prévenir des épidémies. Donc, je pense que les leçons à tirer, c'est d'abord les problématiques que Ebola a posées et comment, à l'avenir, nous devrons mettre en place un système d'alerte, un système de prise en charge, de sorte que nous ne soyons plus surpris comme cela a été. Surtout que des mois durant, l'épidémie a été à nos frontières. Mais la réaction n'a pas été comme on aurait dû le souhaiter. Chano, les enseignements. Les enseignements, c'est que, moi je dis, bravo aux autorités maliennes, parce que nous avons été surpris par cette épidémie. Nous avons eu peur, surtout lorsqu'il y a eu 2, 3 morts, 4 morts. Vraiment, tout le monde avait eu peur. La leçon que moi je tire, c'est qu'il y a eu une très bonne gestion de cette épidémie-là. Les plus hautes autorités du pays se sont impliquées, à commencer par le président de la République, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, le ministre de la Santé et bien sûr les populations qui ont accepté les règles d'hygiène. Mais peut-être qu'il faut mettre un bémol quand même. Il faut qu'on sache comment l'épidémie est entrée, qu'il y ait des sanctions. Et jusque-là, il n'y a aucune sanction. C'est comme si ce n'est la faute à personne. C'est un destin fatal. C'est la faute à Dieu. Donc on doit tirer les enseignements. On avait raconté des rumeurs, des mensonges même par rapport à comment ça s'est rentré. Nous avons vu un document de l'OMS Guinée qui a été même publié dans la presse. On a accusé, de mon point de vue, à tort, la clinique Pasteur. Bon, jusqu'à présent, l'enquête a été ouverte, tout le monde a été écouté, tout cela. Nous attendons toujours le résultat de l'enquête que le gouvernement a menée et aussi les enquêtes judiciaires pour situer des responsabilités si réellement des gens ont été fautifs dans la prise en charge de ce cas guinéen qui a amené vraiment, qui a provoqué d'autres morts dans notre pays. Okay. Cela dit, très rapidement, c'est la différence. Cela dit, nous ne parlons pas seulement du Mali. Je pense que la Guinée, la Sierra Leone, je dis félicitations également à la Sierra Leone, où il n'y a que 5 cas seulement aujourd'hui, je pense, de virus Ebola. Il y a eu des mesures énergiques. Vraiment, les populations de ce pays-là vraiment ont souffert et des quartiers qui ont été complètement isolés.
La Guinée aussi, il y a eu vraiment beaucoup d'efforts. La communauté internationale vraiment s'est impliquée. Vraiment, je pense que nous devons toujours prier pour que nos voisins-là soient épargnés de cette maladie, afin que nous aussi, nous soyons totalement épargnés. Moi, je suis plus réservé. En ce qui concerne le Mali, le gouvernement a fait le job. Good job, comme le dirait l'autre, le ministre de la Santé, Sana l'a dit, l'OMS également, la présidence. C'était un excellent travail. J'ai vu à la frontière à la Guinée, j'ai vu à Caille, c'était vraiment admirable. Mais le problème n'est pas réglé. En montant dans vos studios tout à l'heure, on m'a dit non, Tangara a fait couper les crédits pour acheter les gels, par exemple. Alors oui, c'est une manière de parler. Mais c'est-à-dire qu'il faut que dans nos habitudes, il faut que ça soit des habitudes. Il faut que l'hygiène, on puisse se laver les mains. Il faut qu'on puisse se saluer, si vous voulez, même à l'asiatique. Les hommes politiques maliens le font. Il faut que ça se fasse. Il faut faire attention parce que, en plus, tant que la Guinée, il y aura la crise en Guinée, en Sierra Leone, il faut être beaucoup plus réservé parce que c'est le gouvernement sierra-léonais qui a annoncé la fin de l'épidémie, mais pas l'OMS, il y a une différence. Donc, or, dans le cas du Mali, c'est de manière concomitante que le gouvernement malien et l'OMS ont annoncé la fin de l'épidémie. Ça, c'est autre chose. Donc, la Guinée, le Libéria, tant que ces pays n'auront pas terminé avec le travail, on ne peut pas dire que le Mali est à l'abri. Et donc, c'est pour ça que je suis réservé et que je souhaiterais, ce serait intéressant que les responsables politiques continuent à travailler comme ils travaillent pour que il n'y ait pas un autre cas au Mali. Parce qu'à partir du moment où il y a un autre cas, ce sera le même système, 21 jours de surveillance, localiser les personnes contacts, c'est terrible. Ok, on me fait signe que le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Ainsi prend fin ce numéro du débat du dimanche. Nous ne pourrons pas aborder la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Ce sera certainement la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ce numéro. Nos invités étaient Omar Sangaré, juriste, Alexis Calambri des Échos, Chahana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Merci de l'avoir suivi. Le débat continue sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine.